Bienvenue dans ce troisième épisode de l'émission Impacto, que vous êtes dorénavant nombreux à nous suivre. Je l'ai dit dans l'émission précédente qu'on allait franchir le bar des milliards, on n'est pas loin. Donc merci à vous d'être là. L'émission Impacto, c'est quoi? C'est un concept très simple. On invite deux entrepreneuses sur le plateau de Startup Vie et ils nous expliquent tout sur qui ils sont, leur trajet business, l'entrepreneuriat pour eux, l'entrepreneuriat à impact. Donc installez-vous confortablement, nous allons passer une heure d'inspiration et de partage ensemble. Mais avant de commencer, je voudrais remercier Hub Brussels, sans qui cette émission n'existerait tout simplement pas. Hub Brussels, c'est l'agence pour l'entrepreneuriat à Bruxelles. Ils ont toute une série de services d'accompagnement du début jusqu'à la croissance, mais aussi l'internationalisation des entreprises bruxelloises. Donc un tout grand merci à Hub Brussels d'être notre sponsor aujourd'hui et pour tout ce cycle d'émissions. D'autre part, je voudrais aussi encore vous introduire brièvement les deux personnes qui sont à mes côtés pour questionner, interroger et aller comprendre les dessous du monde de l'entrepreneuriat impact. Delphine Selami de chez Hub Brussels, conseillère en business et stratégie, et Béatrice Demayeux, la rockstar de l'entrepreneuriat à impact, qui a on ne sait pas combien de casquettes. Elle est notamment la CEO de Bicode, avec des écoles de code partout en Belgique, de Gand à Charleroi, en passant par Bruxelles et même plus. Mais elle est également au conseil d'administration de Proximus, mais aussi des petits riens. Elle a elle-même lancé différents projets, différentes initiatives. Et donc, je voudrais les remercier de m'accompagner dans cette belle mission et de cette belle émission qu'est Impacto. Bienvenue dans ce troisième épisode. Vous allez reconnaître à mes côtés maintenant Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour. Et Delphine. Bonjour. Et dans ce troisième épisode, nous avons la chance d'avoir Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à tous les quatre. Et Véronique. Bonjour. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Première question pour se mettre un peu en jambes. Pas facile parce que vous ne vous connaissez pas. Et donc, je vous ai demandé juste avant de rentrer en studio, est-ce que vous pourriez vous présenter réciproquement? Olivier, est-ce que tu pourrais présenter Véronique? Qui est Véronique? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, avec grand plaisir, mais avec très peu de précision, parce que j'ai rencontré Véronique pour la première fois juste ici en bas, en attendant longuement, parce que l'émission a commencé un petit peu en retard. Donc, Véronique a sa deuxième entreprise. Celle-ci s'appelle Greenshot, un succès fulgurant. 3 ans seulement, 70 personnes. Et au-delà du succès commercial, surtout un impact positif, puisque Greenshot a quelque part se greffé à des ERP c'est un software, donc c'est un outil de gestion pour vraiment les projets de l'audiovisuel, on va dire au sens large, et qui va mesurer en temps réel l'impact CO2 des projets. Véronique, tu engages Olivier, j'imagine, là maintenant. J'engage presque. Fantastique. Moi, je trouve que la rapidité a été incroyable. Incroyable. Et à ton tour? Alors, à mon tour, pour moi, c'est le recyclage du pain pour faire de la bière. Et ça, c'était la présentation très, très courte. Mais ce que moi, j'ai trouvé génial juste en écoutant et en essayant de présenter Olivier, c'est le fait que là, c'est le monde physique qui est connecté en recyclage. Et c'est toujours pour nous le point aussi. Nous, on fait du logiciel, mais comment est-ce qu'on connecte au monde physique? Excellent. Donc, j'aime beaucoup le projet physique. Excellent. Merci pour cette intro et cet exercice qui n'est pas évident, un peu sous stress. Donc on va commencer. Ce qui sera intéressant, c'est parce que les personnes, l'émission précédente, on était à 1 milliard de personnes. C'était le deuxième épisode. On vient de quelques centaines de millions. Maintenant, on va passer à 2 milliards, sans doute, de téléspectateurs, personnes qui nous regardent sur tous les réseaux possibles et imaginables. Ça sera intéressant qu'ils puissent un peu en apprendre davantage sur vous deux. Peut-être toi, Véronique. Qui est Véronique? D'où elle vient, où elle a grandi, qu'est-ce qui l'a amenée jusqu'ici, et pas uniquement le tram, la voiture ou les transports en commun. Mais dis-nous en quelques mots qui tu es. Grand projet, même pour moi, ou surtout pour moi. Famille multinationale, multiples religions, multiples nationalités. Donc ça, c'est un point de départ déjà assez différent, en fait, en tout cas à l'époque. Des études très classiques, ingénieur civil. La motivation, je dois le dire, c'était que mon père n'y comprenait rien, donc c'est pas de la grande stratégie, mais c'était beaucoup de liberté. En Belgique, oui. En Belgique, et puis en France, puis aux États-Unis. Et puis j'ai vraiment eu 3 vies, je dirais, professionnelles. Donc une première qui, effectivement, Olivier en a parlé, une première création d'entreprise très jeune, dans un domaine très classique.
système sécurité, système gestion de temps pour les entreprises, mais là, envie vraiment que les gens qui doivent rentrer dans l'entreprise aient un outil qui soit, que ce soit agréable d'ouvrir la porte et de pointer. C'est peut-être curieux, mais ça tournait déjà autour de la personne. Et puis 15 ans en cybersécurité en Italie. Et du coup, là, j'ai commencé à vivre dans les Pouilles, donc le talon de l'Italie. Et le talon de l'Italie est vraiment confronté à une maladie qui détruit tous les oliviers. Donc toute l'économie des Pouilles a été vraiment détruite à partir de 2014-2015. Et on voit des oliviers centenaires vraiment disparaître, littéralement disparaître. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, ma passion, c'est vraiment utiliser le moyen digital pour que les gens améliorent leur vie. Et là, tout d'un coup, j'avais besoin de connecter ce que je sais faire, c'est-à-dire l'informatique, avec ce problème climat. Et du coup, le Greenshot, quand ils m'ont proposé de les rejoindre, c'était vraiment la solution. Donc, c'est mon parcours. Et du coup, je suis revenue en partie en Belgique à ce moment-là. Pas pour la météo. Pas pour la météo, et je fais aussi en parallèle une formation donc en permaculture, toujours autour des oliviers, de l'économie. Mais c'est vraiment le vécu de cette destruction de l'économie d'une région, qui était déjà relativement pauvre au départ. Et donc là, ça a un tel impact économique, social, etc., que ça a vraiment été un point de départ important. Et pour toi, Olivier, en quelques mots, pour qu'on puisse te découvrir, toi, d'où tu viens, où tu as grandi, comment les choses se sont passées. Alors moi je suis un Bruxellois, c'est peut-être comme ça que je commencerai, qui est une ville multinationale d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de pas mal voyager, j'ai eu un parcours en fait très classique, enfin très classique, ça veut absolument rien dire, mais dans ma tête très classique, d'ingénieur de gestion, puis Erasmus au Canada où j'ai rencontré mon associé Sébastien, qui est français pour la petite histoire, et puis départ dans une grosse boîte, Procter & Gamble, parce qu'on nous a dit postulez dans la boîte où vous ne voulez pas travailler parce que votre première interview est toujours ratée. Il se trouve que j'ai réussi l'interview, j'ai adoré, et puis j'ai toujours eu dans le vent, dans les tripes de pouvoir créer une boîte. Et donc à un moment, je sentais que j'avais fait le tour vraiment chez Procter, et puis surtout un mismatch total entre mes valeurs et celles de la boîte, qui est une très belle boîte. Je ne vais pas cracher dans ma soupe, mais l'objectif 1, 2, 3, c'est le profit. On dit le contraire, mais l'objectif 1, 2, 3, c'est le profit. Et donc j'ai vraiment voulu revenir à ce qui était dans mon ventre, créer une boîte avec cet associé Sébastien, ami donc d'Erasmus, et on voulait créer quelque chose qui tournait autour du plaisir de la bouche avec un impact positif. C'était vraiment notre point de départ, c'est l'entrepreneuriat, la passion du produit et l'impact positif. Et c'est comme ça qu'on est venu à créer Brussels Beer Project en 2013. Et comment tu es arrivé à l'entrepreneuriat? Parce que comme tu dis, un parcours classique, ou en tout cas un track assez droit, école de commerce, et puis on va bosser dans une grande multinationale, on prend une position dans le département XYZ. Qu'est-ce qui te fait dévier, ou à quel moment tu dis non, mais en fait, moi, je veux faire mon propre projet? Aucune idée de pourquoi, mais ça a toujours été une évidence. Donc déjà à l'université, j'ai suivi un parcours un peu plus particulier qui s'appelait CPME, création de PME, comme son nom l'indique. Et donc c'était, je sais pas, ça m'a toujours fait rêver ces histoires d'entrepreneurs, d'impact, d'entreprise. Je trouve ça absolument passionnant. Et donc pour moi, c'était une évidence que je créerais quelque chose. La question était plutôt quand. Et dans mon cas, j'étais un garçon très immature. En sortant de l'université, je me voyais Ça veut dire quoi? absolument pas. Je sais pas, j'aimais bien encore profiter de la vie, boire, faire la fête, pas se poser trop de questions. Et donc, quand on sort de l'université, sans argent et sans expérience, pour ma part, j'étais pas suffisamment fou, créatif pour pouvoir créer dès le lendemain une entreprise. Et donc, à titre personnel, ça m'a bien servi d'avoir quand même 6 ans d'expérience, se faire un petit bas de laine, prendre confiance en soi, et puis c'était le bon moment pour créer. Et toi, Véronique, comment ça s'est enchaîné après Polytech? Après Polytech, il y a eu... en fait, Polytech, à la fin, je voulais vraiment me spécialiser dans tout ce qui est vibration et acoustique, qui est un domaine très pointu. Donc je suis partie, j'ai fait ça 1 an en France, et puis après j'ai eu une bourse pour partir aux États-Unis, et là aux États-Unis j'ai totalement bougé, parce que j'étais aux États-Unis au moment où il y avait le départ des PC, etc. Et donc il y avait cette informatique qui était extraordinaire.
Et en fait, moi, aux États-Unis, j'ai étudié la physique quantique. C'est pas ce que les gens adorent, mais moi, c'est vraiment un domaine que j'aime beaucoup. Et ça donnait énormément, tout d'un coup, cette ouverture d'informatique. C'était pas l'informatique pour l'informatique, c'était la porte que ça ouvrait sur un monde de possibilités. C'était le monde des possibles qui était vraiment extraordinaire à l'époque. Et donc, ce démarrage-là, c'est vraiment, je crois, ce qui m'a donné envie de créer assez vite. C'est marrant parce que toi, tu disais, c'était une évidence que j'allais créer. Moi, j'ai jamais réfléchi à ça. Jamais. Ça s'est juste passé. On s'embêtait à plusieurs, à 3, et on a créé une société. Parce qu'on a, en fait, pas du tout parce qu'on avait un projet pour créer quelque chose, mais parce qu'à l'époque, le premier produit entre guillemets qu'on a fait, c'est on avait un copain qui était scieur, qui avait du bois. En fait, non, il était designer, il créait des meubles, mais à petite échelle, il n'avait jamais de bois sec. Et donc on s'est dit, les ingénieurs, ça croit toujours que ça sait tout faire. On a commencé par développer des cabines à bois, de séchage à bois. D'ailleurs, si vous avez trop chaud, vous le dites, hein, on peut un peu réduire la température en studio. C'était l'enthousiasme de dire, tiens, on a des capacités technologiques et on va délivrer quelque chose qui va servir à quelqu'un. Donc la cabine de séchage à bois, elle a très bien fonctionné, mais après, on a essayé de la vendre et on est tous les trois, on était tous très mauvais là-dessus. Et en fait, personne ne voulait acheter ça parce que l'époque, c'était compliqué d'aller vendre ça dans le fin fond des Ardennes. Des gens qui se disent, mais finalement, pourquoi est-ce que tu veux me vendre ça? Pourquoi tu ne me le donnes pas? Donc nous, on devait quand même vivre. On n'avait pas de bas de laine. Et voilà, mais ça a toujours été beaucoup plus... J'ai envie de résoudre ce problème. J'ai les moyens technologiques de le faire. Et la société, la création d'entreprise est une manière de résoudre ce point. Est-ce que tu pourrais, pour la séquence suivante, qui est un peu pitch mon entreprise, de vendre le projet de Greenshot? Est-ce que cette compétence-là, à travers les années, s'est améliorée ou c'est... On verra si elle s'est améliorée. En tout cas, ça fait maintenant partie de ce que je fais, clairement. Mais aussi parce que de pouvoir expliquer à des gens qui sont non technologiques ce que tu fais, ça a commencé justement ayant fait Polytech vraiment avec en tout cas un de mes critères, c'était d'être libre d'un certain environnement familial très charmant, mais qui était un peu pesant au niveau études. Du coup, je me suis retrouvée à devoir leur expliquer ce que je faisais quand même. Donc, ça a commencé assez tôt. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer de Greenshot, c'est quoi? Greenshot, c'est vraiment de mettre en main dans toute personne qui fait une production, que ce soit audiovisuelle, que ce soit un événement, la capacité de diminuer l'empreinte carbone et l'impact environnemental de ce qu'il fait. Mais l'impact environnemental et l'empreinte carbone, c'est pas la même chose. Je veux dire, le carbone, c'est une manière de mesurer quelque chose, mais l'impact, c'est beaucoup plus large que ça. Ce sont des choix qui vont de la nourriture au transport, c'est une approche globale d'impact. Et c'est le fait de dire que 3 tonnes de carbone, il n'y a jamais personne qui a vu ça passer sur un camion, donc on ne le ressent pas. Et par contre, c'est comment est-ce qu'on transforme ça en quelque chose que les gens ressentent. Donc, c'est amener la psychologie d'une application de régime où on se dit, tiens, j'ai perdu 3 kilos et en faisant ça, que ce soit la même chose, que ce soit l'instinct carbone, parce que c'est la mesure qu'on a. Mais c'est de développer vraiment l'instinct au cours, dans notre cas, de production, d'événements, etc., pour pouvoir diminuer l'impact environnemental de toutes ces productions, qu'elles soient audiovisuelles, qu'elles soient événements sportifs, musicaux, tout ce qu'on veut. Et donc, il y a réellement un marché, mais qui, du coup, est-ce que c'est comment il est ce marché de la production audiovisuelle? C'est des grands groupes? C'est pour des petites productions? C'est qui un peu les clients? Les clients sont très, très variables. Parce que finalement, nous, on voit que le côté, je dirais, face on va au cinéma, on va voir un événement, on voit le joli côté, mais derrière ça, il y a une organisation qui est en tout cas une organisation humaine, une des plus complexes. C'est 9-10 PME qui doivent travailler ensemble dans un temps très court, avec un budget énorme, qui est contrôlé par très peu de personnes. Et donc nous, on a pris ce point-là vraiment différemment en disant, mais en fait, si on arrive à améliorer la partie opérationnelle de ce travail, c'est-à-dire diminuer les risques financiers, améliorer le fonctionnement pour les gens qui y travaillent, etc. Donc on trouve chaque fois des pain points que l'on résout.
Et autour de ça, on leur donne tout le temps leur empreinte carbone en temps réel pour qu'on développe cet instinct. Mais du coup, les clients, ça va de le petit studio, l'agence digitale, même 3-4 personnes, à des grands groupes, évidemment. Donc, mais aussi, maintenant qu'il y a le CSRD, mais tous les groupes qui doivent faire des rapports, toutes les grandes entreprises, quand elles commandent une vidéo, quand elles organisent un événement, ça rentre aussi dans leur rapport. Ils ont une obligation de reporting. De reporting, ça, en fait, on essaye vraiment de trouver la porte, la fenêtre par laquelle on rentre et la manière dont on a développé l'outil. Donc, ce n'est pas un outil de counting carbone, c'est ce qu'on fait parce qu'on délivre ça. Mais en fait, on résout plein de points opérationnels et quand on nous ferme la porte, on trouve une fenêtre par laquelle on va rentrer. Donc, on ne doit pas rentrer, on a tous des modules différents. Ça va de la gestion de temps, de signer des contrats, de suivre des notes de frais, de choisir des modes de transport. Donc, on résout tous les problèmes opérationnels de ces 8, 9, 10 groupes qui travaillent ensemble pour créer un produit fini. Et ils n'ont pas le choix. Ils voient tout le temps l'empreinte carbone de ce qu'ils font. Excellent, excellent. Génial. Ouais, un tracking en flux tendu quasiment. Tracking en flux tendu et un tracking personnalisé aussi. C'est pas tout le temps mais 3 tonnes, c'est aussi vraiment ce point que 3 tonnes, ça parle à personne. Ni 2 tonnes, ni 1 tonne d'ailleurs. Correct. Olivier, explique-nous un peu on sait qu'il y a des dizaines de millions de personnes, mais de nouveau, comme on a dit, nous on a des milliards de personnes qui regardent cette émission. Donc, Brussels Beer Project, c'est qui? C'est quoi? Où vous en êtes? Alors, du coup, c'était intéressant parce que quand tu posais la question, je me dis, ça fait longtemps que je ne me suis pas posé la question, pourquoi les gens doivent nous acheter? J'étais en train de me demander, tiens, qu'est-ce qui est vraiment important pour les gens? Avant ça, Brussels Beer Project, donc on reste une petite brasserie, une petite entreprise née en 2013. Et le point de départ en 2013, sachant que tout le monde disait vous êtes complètement con évidemment de créer une brasserie en Belgique, pays de la bière, extrêmement concurrentiel. Et pourquoi est-ce qu'on l'a fait? C'est qu'on voulait donner un vent de fraîcheur. Le monde belge de la bière est très traditionnel, très chouette, beaucoup de belles histoires familiales, mais on voulait venir avec quelque chose de plus frais, différent au niveau des couleurs, des noms, des bières, une approche beaucoup plus transparente, plus collaborative, avec le fait que les gens choisissent nos bières permanentes. Le projet est très, très vastement financé par la communauté. On a 6000 crowdfunders qui ont mis 180 € dans le projet pour recevoir 12 bières chaque année à vie. Et donc ça a été vraiment le point de départ, c'est de se dire, on a envie d'un peu ruer dans les brancards, donner quelque chose d'un petit peu différent de ce qui existe sur le marché. Et j'étais en train de me dire, tiens, aujourd'hui, quelqu'un qui ne nous connaît pas, pourquoi est-ce qu'il devrait nous acheter? Et je pense qu'il y a une raison qui est la plus importante pour les consommateurs, l'autre peut-être la plus importante pour moi. La plus importante pour les consommateurs, c'est le goût. Je pense qu'au final, en fait, on y revient quand même quasi toujours. C'est la qualité gustative, la stabilité du produit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de très chouettes brasseries, des nouvelles brasseries qui font des bières extraordinaires, mais il faut arriver à les faire aussi de manière très stable. Ce que nous, on arrive à bien faire, avoir vraiment une belle stabilité sur le produit tout en ayant le goût. On continue à faire toujours une vingtaine de nouvelles créations par an. Donc, quelque part, on amène toujours les gens hors des sentiers battus. Ça, c'est peut-être la raison principale, finalement, pour laquelle les gens nous achètent. La raison pour laquelle j'aimerais que les gens nous achètent, c'est aussi l'impact. Mais je vois que factuellement, en fait, beaucoup de gens ne sont pas au courant, voire s'en foutent un petit peu. Mais c'est vrai que nous, c'est ce qui nous anime beaucoup comme entrepreneurs aujourd'hui. La bière, c'est pas un produit écologique. C'est la réalité. Ça consomme beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité, de gaz, etc. Et donc, on essaye de limiter cet impact négatif tout en essayant d'amener d'autres impacts positifs au niveau des associations, au niveau des collaborations, au niveau de notre équipe évidemment, qui est notamment mesurée dans Bicorp. Mais on voit qu'aujourd'hui ça nous anime beaucoup, mais que le consommateur est peu au courant, voire c'est pas sa priorité, quoi. Et c'est juste le consommateur ou aussi les différents partenaires avec qui vous travaillez, ou même la concurrence, est-ce qu'elle a évolué parce qu'il y a un cadre qui devient quand même un peu différent et qui est occupé à bouger? C'est vrai que c'est intéressant, en discutant parfois avec d'autres collègues, copains ou d'Andois qui ont des approches un petit peu similaires, on voit que finalement tous les efforts qu'on fait sur l'impact
sont vachement valorisés par les autres fournisseurs ou clients B2B ou distributeurs. Et c'est là peut-être qu'est le plus gros gain aujourd'hui, c'est effectivement plutôt au niveau B2B. Typiquement B Corp, donc on a été certifié il y a quasi 3 ans. Peu de consommateurs connaissent, pourtant c'est quand même lourd comme procédure, c'est beaucoup de choses. Par contre, dans le milieu professionnel, un acheteur de Deleuze, un responsable de bar, lui va connaître et lui va apprécier. Là, il va apprécier parce qu'il en a besoin aussi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je trouve que tu as dit la chose la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, pour toi, le consommateur, il va choisir pour le goût. Pour nous, il va choisir pour ce que ça lui rapporte en efficacité, etc. Et donc, ce point, dans la partie impact, tu peux avoir tout ce que tu veux comme philosophie. La personne qui va vendre achète juste la bière ou mon logiciel parce qu'il a tel impact, c'est pas vendeur. Ouais, c'est interpellant, hein. C'est interpellant parce que on parlait du goût sur le consommateur, ça me faisait penser à Red Bull où ils ne vont jamais parler de leurs produits. Moi, j'ai jamais bu de Red Bull, mais rien que le sentir, je ne le trouve pas spécialement bon. Et pourtant, en termes de machine marketing, ils font passer que leur produit est associé à quelque chose de génial. Comment ça se fait que dans l'impact, aujourd'hui, on a une chaîne de distribution des magasins qui vous disent tiens, mais en fait, oui, nous, on veut se positionner, c'est notre image, etc. Mais que tous les deux, vous me dites tiens, au niveau du consommateur, on n'y est pas encore. Oui, est-ce qu'on avance on se la pose souvent. Je pense qu'il y a des contre-exemples. Hein. Moi, ce serait bien de faire une chronique sur Veja, qui est, je trouve, un super thème. On y pensera. Mais c'est une excellente idée. Et voilà, je pense, chez les stéréotypes, je m'en plus le Patagonia ici, mais ce sont quand même deux marques qui, pour le coup, ont réussi, par leur impact positif, à créer un besoin. Parce que les Veja, il faut être sérieux, au début, les 3 premières semaines, on a des cloches. C'est quand même pas, en tout cas historiquement, les premières, en tout cas. Donc eux ont réussi, mais nous, peut-être que, vu que notre point de départ, il était beaucoup la création, la coloration, Bruxelles, peut-être que les gens nous associent encore toujours beaucoup à ça, et peut-être moins à l'impact. Et c'était un point qu'on avait traité dans le premier épisode sur la circularité avec Demain Sélection et Relief Furniture, la question de la désirabilité. Parce qu'en fait, dans la mode ou dans le design, c'est la même chose. C'est-à-dire que oui, les gens vont peut-être acheter un vêtement de seconde main parce que c'est un impact positif sur la planète et qu'on sait que la mode, c'est très polluant. Mais à la fin, les gens veulent un vêtement qui leur plaise. Et tu le disais aussi avec la bière, c'est la même chose, c'est un bien de consommation, c'est un bien plaisir. Ici, pour The Green Shot, ils veulent surtout voir sans doute l'utilité, le temps qu'ils peuvent gagner, l'efficacité aussi. Et derrière, il y a un impact, ils peuvent voir effectivement leur consommation carbone. Mais je pense que ça reste hyper important de continuer à regarder ce client et de se dire qu'est-ce qu'il veut. Parce que si, comme quand on fait des cabanes à bois, enfin désolé Véronique, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais qui sont peut-être super utiles, mais que les gens n'y voient pas d'utilité, ils ne l'achèteront pas. Et si le goût des bières de Brussels Beer Project n'est plus intéressant ou que leur packaging n'est pas sympa ou que sais-je, eh bien, l'impact positif qu'il peut y avoir derrière, il n'y en aura plus parce que les gens n'achèteront plus. Et je pense que ça reste un vrai point globalement dans l'impact de ne pas oublier le client et la désirabilité. C'est ça, et peut-être juste comme ça on continue parce qu'il y a un peu un autre point qui serait intéressant de creuser avec vous. Hein. On voit ce défi. Vous, dans votre historique qui est pas tout nouveau, quels étaient les moments les plus compliqués, les plus difficiles quand vous essayez de vous en souvenir comme ça, ce qui vous vient à l'esprit? Je peux y aller, c'est très simple. Hein. C'est récemment, on s'est quand même pris une sacrée paire de claques, que ce soit pour l'Oreca en Belgique ou les brasseries. On a quand même été frappé par 2 ans de Covid, avec beaucoup de restrictions, et puis la guerre en Ukraine et l'inflation hallucinante des matières premières et puis des salaires. Il ne faut pas remonter bien loin. Nous, c'est une énorme claque qui met à mal Brussels Beer Project, beaucoup de brasseries et tout le secteur. Et donc, comment vous passez à travers ça ? Alors ici, on n'est plus du tout sur l'impact, mais quelque part, je pense que il n'y a pas eu de recette miracle. Ça a été de serrer les coûts très fort, de se dire voilà, le consommateur, lui, il n'est pas prêt à payer plus, donc on peut répercuter une petite partie de l'augmentation du coût des matières premières sur le consommateur, mais très peu parce que les gens sont très sensibles. Ça a toujours été un produit assez premium parce que beaucoup de goût, beaucoup de boulons. Et donc on était déjà plutôt cher, donc les gens n'étaient pas prêts à payer beaucoup plus cher. Donc c'était beaucoup de travail sur les coûts, notamment de staff, malheureusement.
mais aussi tous les frais généraux. On a été chercher partout où on pouvait, on a été négocier. C'était une période dure dans laquelle on est sorti maintenant, on est bien, mais ça reste pour le marché de la bière, pour les produits de qualité de manière générale, pour l'Horeca, on reste quand même dans une situation assez merdique. Ouais. Et peut-être toi, Véronique, un événement Nous, on était prêts à lancer Greenshot en mars 2020, avec une équipe qui filmait aussi en Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020? En mars 2020, il y a quelques fondateurs, on est casse départ et on ne peut pas lancer une société. Alors on l'a quand même lancé en juin 21, qui était encore le Covid quand même, donc on est bien barge là, on y va carrément. Et on l'a lancé à Cannes en fait. Nous, on l'a lancé au Festival de Cannes en juillet 21 parce que pour le Covid, ils l'ont reporté parce qu'en fait, Annette, qui était le film d'ouverture, était un film Greenshot. Et du coup, on a lancé là parce que Léo Scarax nous a dit « Mais vous êtes fous, vous avez la possibilité de lancer à Cannes, etc. » Tu as déjà bien utilisé tes fonds quand tu es 18 mois après lancement et que tu es en fonds propres. Et je dirais le deuxième, ça a été le fait que justement, nous, cette thèse de l'impact intégré dans, on va dire, un ERP vert, c'est évident. En fait, on a fait des super démos pendant 6 mois où les gens faisaient « Waouh, je vois directement mon carbone » et on a fait 0 vente. On en a fait 1. Et là, tu t'assieds, tu dis « Ok, je dois repenser pas tellement ce que j'ai fait comme logiciel, mais comment je le vends. » Et du coup, là, on a atterri, on est redescendu sur Terre et on a dit « voilà, en fait, on arrive chez un client qui a un problème de, je sais pas, feuille de temps, on va lui vendre ce module-là. Donc maintenant, on vend un module, on le rentre par une petite fenêtre et puis on ouvre une deuxième fenêtre, etc. » Bon, c'est assez classique, l'ingénieur qui veut vendre toutes ses options, c'est assez classique, mais c'est quand même 2 moments vraiment fondateurs. Où là, le premier, Covid, effectivement, comme toi, on ne l'a pas prévu, et le milieu du film, pendant le Covid, il n'y a pas beaucoup de production. Ouais, mais tu le soulignais, tu le disais brièvement, sur, en fait, pendant ce temps-là, tu as quand même des équipes, tu fais du développement, donc tu as des coûts. Même chose, il y a des bâtiments, il y a des loyers, il y a quand même des factures qui rentrent, il faut produire un petit peu, mais il y a des équipes, on ne sait pas où elles vont aller. Donc, il y a l'enjeu très terre-à-terre de la bonne gestion d'une entreprise, avec des fois des décisions qui ne sont pas évidentes. Et on ne sait jamais si on serre assez fort les coûts ou si on les serre trop fort. Donc ça, c'était pour la partie, on va dire, un peu plus négative du business et les bons souvenirs. Oui, un sacré paquet. Honnêtement, les premiers celui qui me vient en tête, c'est la toute première vente, c'est ma maman. Client facile, client difficile. Gentiment acheté à 40 €, je me rappelle très bien, notre premier bac de Delta IPA. Et donc le premier versement sur le compte bancaire, après c'est ramenuisé, je trouve que c'était quand même un très chouette moment. Et puis bon, un deuxième qui me vient comme ça en tête, c'est comme l'ouverture de notre bar BBP Shinjuku à Tokyo, que j'ai trouvé juste complètement exotique, extraordinaire, dans un autre... Enfin, c'était quand même complètement fou de pouvoir ouvrir un bar, Brosses Hyper Project, au plein milieu de la capitale du Japon, qu'on a évidemment, du coup on a arrêté tous les exports en dehors de l'Europe pour des raisons écologiques, et du coup ça résonne d'autant plus parce que c'est triste. On était franchement avec quasi les larmes aux yeux de se dire on prend cette décision et de se dire voilà, toutes ces belles expériences aussi qu'on a vécues, ce type d'expériences-là ne seront plus possibles. Et pour toi, Véronique ? Le premier, clairement, on a reçu un prix en décembre 21, Makers and Shakers, on était Tech Innovation, et c'est un prix qui est décerné à Londres, à la BAFTA, et on est en très petit budget, donc on était 2, et mon cofondateur, j'en ai un qui est très très grand, et j'avais réussi à louer un petit Airbnb où le plafond de la douche était trop bas, pour lui, en tout cas pas pour moi. Et donc on était à la BAFTA, on a reçu ce prix, donc on a gagné, qui est une statue, t'as les photos, etc. Tout derrière, ça venait d'être rénové, enfin un truc extraordinaire. Puis on a pris notre métro avec notre petit prix, on est rentré dans la douche trop petite. Et ça, on a quand même beaucoup rigolé à ce moment-là. Donc ça, c'est clairement un. Et puis là, pour la première fois, et ça c'était la semaine passée, on était au générique d'un film en tant que Greenshot, d'un court-métrage. Bravo. Et voilà, et donc tu pars de rien, puisque ça a été, comme vous, créé d'une idée, etc. Et puis tu es là, dans une salle où il y a du monde qui est venu voir, etc. Voilà, c'est deux très jolis moments. Bravo. Alors, on va passer à une de nos 2 chroniques. On va commencer par la masterclass.
de Delphine. Je fais toujours sourire masterclass. La masterclass, oui. C'est une petite pression. On a pour habitude dans chaque émission d'avoir plus ou moins une thématique, à un moment ou à un autre, qui est surtout abordée à travers la masterclass. Aujourd'hui, on était plutôt sur le côté de l'internationalisation. Donc, comme je vous expliquais, on veut avoir une approche plutôt ouverte et de voir qu'une problématique peut avoir différents angles de vue et donc de pouvoir avoir une discussion. Et ici, on a choisi évidemment impact, croissance et internationalisation. Et donc, on écoute attentivement, sagement Delphine. On prend des notes. C'est à toi. C'est à moi, super. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'impact et d'exportation. Et pour cette chronique, j'ai eu envie de vous en parler au travers d'un exemple, d'une entreprise. Et j'ai choisi de vous parler de la marque de sneakers durable Veja. Parmi les 1 milliard de téléspectateurs. Ah, mais ça tombe bien. Voilà, c'est ça. Tombe bien. Voilà, la belle transition. Parmi le milliard de téléspectateurs, peut-être qu'il y a une petite partie qui connaît déjà cette marque, qui a fait son petit bonhomme de chemin, qui va bientôt avoir 20 ans. Donc Veja a été confondée par 2 jeunes Français en 2005, qui ont commencé leur carrière en banque d'investissement et qui disent avoir eu envie de créer l'entreprise dans laquelle ils avaient envie de travailler. Alors Veja, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi ? Donc ce sont des baskets qui se disent, qui se veulent durables, qui respectent à la fois l'homme et l'environnement. Donc c'est un bel exemple ici, c'est un exemple intéressant parce que ça parle à la fois d'impact social et environnemental. Et donc ce sont on retrouve l'impact, la durabilité un peu partout dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc ce sont des baskets, déjà dans leur matière première, ils utilisent uniquement du coton biologique. Ils travaillent aussi avec du caoutchouc de la forêt amazonienne. Et puis dans la production, ils collaborent avec des producteurs en direct, avec qui ils négocient les prix 2 ans avant. Donc ils signent un contrat pour 2 ans, un prix qui est toujours au-dessus du prix du marché. Et ce contrat de 2 ans, avec en plus aussi 50% qui est payé à l'avance, permet à ces producteurs, à la fois en cas de coup dur, notamment climatique, de pouvoir subvenir à leurs besoins, mais aussi de pouvoir anticiper aussi les investissements futurs. Mais donc l'impact, on le retrouve dans la création ici de la chaussure, mais aussi au sein de l'entreprise. Ils veillent aussi à l'égalité entre les hommes et les femmes. Je peux encore vous donner plein d'exemples. Au niveau de la logistique, par exemple, ils collaborent avec une organisation qui fait de l'inclusion, de la réinsertion. Donc beaucoup de personnes handicapées, plutôt marginalisées ou qui ont du mal à retrouver du travail, qui travaillent dans ces usines. Ils font aussi du recyclage de matériaux, de l'upcycling. Enfin, voilà. Et la liste est encore longue. Ils sont très clairs et très transparents sur leur site web par rapport à ce projet. Ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil. Et donc, je voulais aussi résumer ici Veja en quelques chiffres. Donc Veja, depuis sa création en 2005, c'est plus de 14 millions de paires vendues. C'est plus de 500 personnes qui travaillent au sein de l'organisation. C'est beaucoup de coton biologique et de caoutchouc de la forêt amazonienne qui sont achetés à des prix au-dessus du prix du marché. Comme je vous le disais, c'est aussi par rapport aux femmes. Dans les 5 plus gros salaires de l'entreprise, 4 sur 5 sont des femmes. Et puis à côté de ça, on a aussi 2 chiffres qui tournent plus autour de la thématique de l'émission. Veja, ils sont présents aujourd'hui dans plus de 100 pays. Est présent aussi dans plus de 3000 boutiques. Et donc, ça pose cette question de l'impact et de l'export. On va évidemment se dire que toutes ces exportations ont un impact évidemment environnemental. Et donc, Veja, l'année dernière, a lancé le projet Asian Project, qui, en fait, c'est l'ouverture d'une usine de production à Lisbonne. Ah oui, parce que j'avais oublié de le dire, mais donc, toute la production se faisait historiquement au Brésil. Et en fait, ils se sont dit, on va créer, en fait, pour ce marché européen, ça n'a pas trop de sens que de produire au Brésil. On va essayer de produire en Europe, de faire du Made in Europe, Sold in Europe. Et c'est ce qu'est ce Asian Project, avec cette usine, toujours dans des conditions de travail, en veillant aux conditions de travail des ouvriers
comme ils le font déjà au Brésil. Voilà, pour répondre un petit peu à cette problématique de la production au Brésil et de l'exportation en Europe. Donc, produire au plus proche du consommateur. Et du coup, vous me voyez sans doute venir avec ma question. Je me tourne vers toi, Olivier, et Brussels Beer Project. Il y a 2 ans, je pense, vous avez annoncé l'arrêt de vos exportations hors Europe pour, tu le disais, des raisons environnementales, notamment les émissions de CO2 dans le transport et peut-être aussi d'autres choses. Du coup, ce que j'ai envie de vous dire te demander aujourd'hui, c'est comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette décision ? Je crois qu'on est plus ou moins 2 ans plus tard. Est-ce que ça vous a conforté dans cette décision ? Est-ce qu'il y a des choses du coup est-ce qu'aujourd'hui vous faites face du coup à des challenges par rapport à cette décision ? Et avec ça aussi une question par rapport à la production pour rebondir sur le cas de Veja. Est-ce qu'à l'époque, soit est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envisagé de produire du coup hors Europe, par exemple aux États-Unis, où tu nous parlais du Japon, s'il y a un marché là-bas, de produire localement pour régler ce problème d'émissions de CO2, mais de continuer à croître pour votre chiffre d'affaires. Effectivement, il y a un peu plus de 2 ans, pas forcément dans une bonne période, puisque c'était quelque part la guerre en Ukraine qui arrivait, donc l'explosion des matières premières. On a décidé d'arrêter l'export en dehors de l'Europe. On exportait, donc on a coupé une 20aine de pays, dont le Japon, la Corée du Sud, qui étaient quand même des business relativement importants pour nous et assez rentables. On l'a fait effectivement pour des raisons écologiques. Pourquoi ? Parce que en fait, une bouteille de bière, c'est 300 millilitres de liquide et c'est 300 grammes de bouteille. Et donc, c'est quand même complètement débile. En fait, il y a la moitié qui est vraiment du packaging. Au-delà de ça, effectivement, ça veut dire que les bouteilles ne reviennent jamais. Il faut savoir que dans les bières, une des grosses parties de l'impact CO2, c'est vraiment le conditionnement. On a la chance en Belgique d'avoir beaucoup de consignes, un système qui est très très bien fait, notamment avec les grosses brasseries qui récupèrent parfois des bouteilles de petites brasseries. Et donc plus on peut vendre avec des consignes, que ce soit les fûts ou les bouteilles, moins grand est notre impact écologique. Et donc on est très heureux d'avoir pris cette décision. Heureusement, je pense qu'on n'a pas trop repensé ou on n'a pas trop réfléchi au moment de la prendre parce que rationnellement, c'est quand même un peu bête, surtout vu la crise qui s'annonçait devant nous. C'est vrai que de temps en temps, quand on a des importateurs thaïlandais ou japonais ou Corée du Sud qui leur envoient des petits messages en disant « Ouais, c'est vraiment trop con, on a une super marque, vous avez des bons produits, on peut faire du volume », c'est vrai que ça fait toujours un petit pincement au cœur, mais on reste persuadé que c'est la bonne décision. Et effectivement, on nous a proposé de brasser localement au Japon, ce que je trouve très intéressant, parce qu'effectivement, ça permet de résoudre ce problème tout en venant avec notre proposition. On ne l'a pas fait par manque de temps ou simplement priorité. On se dit qu'il y a encore trop à faire en Belgique, trop en France. C'est vrai qu'on est relativement gros pour une nouvelle brasserie. Je pense qu'on est la plus grosse brasserie lancée au Benelux et en France depuis 2010. Mais on reste un mini poussé par rapport aux gros acteurs. Et donc on se dit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ici, en Belgique, en France, éventuellement aux Pays-Bas, avant d'aller plus loin. Et tu as une idée d'échelle de grandeur quand tu dis, tiens, on est la plus grosse des petites brasseries, mais en même temps, on est un mini-pouce par rapport Oui, alors, la grosse touche Duvel, enfin le groupe Duvel-Morgat, qui a De Koning, Vedette, etc., doit être, à mon avis, 100 fois plus gros que nous, un peu plus de 100 fois plus gros, ouais. Et Duvel est encore un très petit acteur par rapport à InBev et autres. Donc, c'est pour ça qu'on est une goutte dans l'océan. Merci pour cette masterclass. Alors, j'espère que vous êtes accrochés parce que là, on arrive à la fameuse chronique que tout le monde attend. Il y a des milliards de demandes en ligne. Les précédentes éditions étaient fantastiques. C'est la chronique coup de poing. On n'a toujours pas de nom. Émission après émission, c'est coup de gueule, j'ai les nerfs, coup de poing pourrait être aussi. Béatrice va prendre un certain angle de vue sur l'actualité et nous dire en fait ce qu'elle en pense. Et jusqu'à présent, on était chaque fois accrochés et ébahis. Le stress monte. Alors la désirabilité, bon, je vais peut-être changer de mot là, ce sera mieux de dire les vraies histoires, il faut en créer. Le storytelling, c'est tout un art, mais attention, le vrai, le juste, le concret.
On nous répète souvent, raconte une belle histoire et ton audience sera conquise. C'est vrai, l'humain est sensible au récit. Mais il y a une différence entre une histoire qui inspire et une fable qui trompe. Aujourd'hui, trop de marques surfent sur cette vague de storytelling, mais elles oublient une chose essentielle, c'est la sincérité. Le greenwashing, on en a parlé, le social washing, le marketing du vent, autant de pratiques qui racontent des histoires séduisantes mais creuses. Des récits qui, une fois grattés, révèlent des contradictions, des promesses non tenues ou encore pire, de l'hypocrisie pure et simple. Alors pourquoi est-ce un problème ? Parce que ces histoires creuses ne sont pas seulement inutiles, elles abîment la confiance, elles ternissent la voix de ceux qui agissent vraiment, ceux qui font dans le silence. Point. Mais alors que faire ? D'accord ? Faut-il abandonner le storytelling ? Non, absolument pas. Au contraire, il faut le réinventer. Revenir à sa fonction première, qui est de raconter le réel avec ses défis, ses imperfections, mais aussi sa puissance. Pas que des victoires, mais aussi des résultats plus silencieux. Et on en a parlé ici aussi, ce n'est pas que des victoires. Le storytelling, le vrai, c'est celui qui ne cherche pas à impressionner, mais à connecter, qui ne cherche pas à vendre une image parfaite, mais à construire une relation honnête. Alors chez Bicode, que je représente aussi quand même, par exemple, nous ne prétendons pas avoir toutes les solutions, pas du tout. Nous ne disons pas que tout est facile. Mais chaque parcours, chaque apprenant qui franchit des obstacles pour atteindre ses objectifs, c'est une vraie histoire authentique. Une histoire qui inspire, non pas parce qu'elle est enjolivée, mais parce qu'elle est humaine. Le storytelling juste, donc, c'est montrer ce qu'on fait vraiment, pas ce qu'on voudrait faire croire. C'est parler de ses succès, mais aussi de ses erreurs et ses apprentissages. Parce qu'au fond, raconter une histoire n'a de valeur que si elle est alignée avec ses actes. Alors gare au greenwashing, au social washing, et à toutes ces belles histoires qui ne font que du vent ou qui ne sont que du vent. Parce que les audiences aujourd'hui, elles savent gratter sous la surface. Et elles ne pardonnent pas les fausses promesses. Et si vous avez quelque chose à raconter, faites-le, mais faites-le bien, faites-le vrai, parce que le vrai a une puissance que le faux n'aura jamais. Merci. Alors voilà, raconter des histoires, on en a parlé, j'ai entendu des belles histoires ici, les histoires qui se font aussi à travers des productions qui utilisent Greenshot, l'histoire aussi comme tu as raconté, hein, de pouvoir voir grand, voir international. Comment est-ce que justement vous faites tous les deux pour être sûr que ce que vous racontez aux acheteurs, aux clients, B2B, B2C, peu importe, comment est-ce que vous veillez bien que ce soit des histoires vraies, des histoires justes, de faire attention, de ne pas trop embellir la réalité et de faire aussi en sorte que du no news peut être du good news. Enfin, chaque journaliste, on leur demande aussi, hein, mais tiens, qu'est-ce qu'il faut pour que ça en intéresse à un journaliste ? Il faut avoir quelque chose à dire, mais justement, quand on peut dire que tout va bien, est-ce que c'est de la news ou pas ? Ou que quand quelque chose ne va pas, c'est de la news ou pas ? Moi, je crois qu'il y a vraiment deux niveaux. Le premier, je suis totalement vraiment d'accord avec ça, parce que nous, et probablement encore plus que toi, on est dans un monde où on dit « Ah, mais vous faites du rapport carbone ». Un rapport carbone, c'est un groupe de mots que j'aime pas, parce que c'est une manière de mesurer quelque chose, et cette manière n'est pas d'ailleurs scientifiquement très correcte. Mais le point, c'est d'avoir au moins un point de départ là-dessus. Mais ce rapport carbone qui aujourd'hui doit être fait, etc., il peut raconter tout et n'importe quoi. Et justement, nous, le grand point, et on est les premiers à qui on est redevable de la réalité et du vrai, en fait, c'est l'équipe. Parce que l'équipe, nous, on a une équipe qui grandit vite, qui a grandi honnêtement plus vite que prévu, et en plus, on a une équipe qui est aux États-Unis, en France, en Belgique. Vous êtes combien maintenant ? On est 70. Mais on est 70 parce que donc maintenant, on a une entreprise américaine, mais qui nous a rejoint, qu'on a racheté, mais qui nous a rejoint. Et donc qui est dans différents lieux aux États-Unis, etc. Et donc c'est un autre aspect d'internationaliser, d'apporter, travailler avec les gens qui sont là localement et pas des gens qu'on envoie d'Europe. Mais c'est super important, c'est vraiment deux choses. Quand tu vois justement les rapports, c'est intéressant d'aller lire les rapports des sociétés. Pourquoi ? Parce que non, je prends un rapport Coca-Cola, ça fait 280 pages. Un rapport, il y a pas mal d'entreprises. Et alors tu as des rapports green,
qui par définition, honnêtement, ils font 150 pages. Donc déjà, je ne sais pas pourquoi ils font 150 pages, parce que j'espère surtout qu'ils ne les impriment pas. Mais là-dedans, il faut vraiment gratter pour avoir du concret. Et donc, ce n'est pas spécialement du greenwashing, mais un rapport concis, concret, où on comprend ce qu'il y a comme mesure, comme tendance, ça ne prend pas 150 pages. Et donc, c'est vraiment un point important, c'est que ce qu'on sort, ce soit du concret. Et les premiers, c'est vraiment l'équipe. Et donc, pour revenir à qu'est-ce qu'on fait, d'une part, nous, comme on a une équipe disparate, l'équipe européenne, on se voit tous les 3 mois tous. Et l'équipe américaine, là j'ai un de mes cofondateurs qui est là-bas maintenant, mais on se voit aussi parce que justement cet échange-là, ça remonte beaucoup d'informations du terrain où ils nous disent non, moi je trouve pas que tu dois communiquer comme ça, c'est pas ça la réalité. Donc de garder ce lien avec la réalité terrain qui pour nous est très très concrète, hein, la réalité terrain elle est aussi concrète que la tienne, même si on fait du logiciel, nous c'est un logiciel qui nous connecte tout le temps au monde physique. Pour collecter des déchets, pour choisir des lumières, etc. Donc, un logiciel de rapport carbone, ça c'est un logiciel qui prend des numéros qui en fait d'autres, avec du texte ou pas. Nous, c'est un logiciel qui gère du concret et qui connecte du concret à du concret, et sur lequel on met juste, entre guillemets, des informations que l'on peut mesurer, mais sur un monde physique. Et ça, pour nous, c'est très important aussi. C'est justement cette connexion aux gens, cette connexion au monde physique, ce lien entre les deux. Ce lien. Et une fois que tu fais ce lien, ça devient beaucoup plus difficile de raconter des conneries, très honnêtement. Et BPP Alors sur la question plus spécifique du greenwashing ou de tout ce qui est discussion, tout ce qui est communication sur l'environnement, c'est vrai que je trouve que c'est très délicat. Ou social, ça l'appelle. Ou social, parce que, à titre personnel, je trouve qu'on le fait jamais assez de toute façon. Et donc je trouve que c'est très difficile de se vanter sur des sujets aussi sensibles. Alors, je suis parfois très critique avec nous-mêmes ou moi-même, mais je pense que pour le coup, le rapport qu'on fait, qui se situe d'ailleurs sur beerproject.be, qui s'appelle What We Do Good, What We Do Bad, qui, pour petite histoire, n'a absolument pas une phrase anglaise apparemment, qui ne veut rien dire en anglais, mais je pense que les francophones la comprennent. On essaie justement effectivement d'être très concret. C'est un rapport de 10 pages, très concret sur ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal aussi, parce que de nouveau, il y a plein de choses. C'est bien aussi de dire justement ce qui va moins bien. Les limites et ce qui peut encore être amélioré. C'est ça. Je pense que c'est un très beau rapport. Après, la réalité, c'est que je pense que personne ne le lit, ou seulement les gens qui sont déjà intéressés. Bon, c'est déjà ça, hein, c'est tout ce qui est pris. Peut-être un jour pour une chronique. Peut-être pour une chronique. Je sais que de temps en temps, c'est repris dans des unifs, des trucs comme ça, comme exemple justement de rapports assez balancés et assez concrets. Mais je trouve qu'effectivement, c'est très compliqué de communiquer sur l'impact, que ce soit environnemental ou social, parce qu'on se sent vite sur un rôle d'usurpateur, on sent vite qu'on se vante en disant ou de moralisateur. De moralisateur. Donc je trouve que c'est des sujets, effectivement, sur lesquels c'est pas facile de communiquer. Voilà, on essaie de faire de notre mieux à ce niveau-là. Merci pour votre réaction sur cette thématique et tous les enjeux du marketing et de la communication autour un peu du greenwashing, du social washing, etc. Merci Béatrice pour ta chronique. Je sais que tu dois nous laisser. Malheureusement, donc, on doit y aller, mais voilà. Avec impatience pour la prochaine. Du coup, nous, on continue avec la chronique suivante, qui est la chronique qu'on va découvrir. Mais qui est-ce ? Mais qui est-ce ? Pas de gros mots. Il y a des milliards d'auditeurs. Rigolo, forcément, il y a un homme et une femme, jusqu'à preuve du contraire, dans la salle ici. Donc c'est moi, en effet. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver cette photo, à trouver une photo. C'était tout encore chez mes parents. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je rapatrie 2-3 photos. Du coup, c'est une photo d'une photo. Donc désolé pour la qualité ici. Voilà, et l'idée un peu est de faire le lien, puisque tu vois, on a commencé l'émission en essayant de découvrir qui vous étiez aussi, hein, les hommes et les femmes derrière ces entrepreneurs à impact. On a un peu creusé sur vos projets d'entreprise, et là on revient plutôt sur le côté inspirationnel en disant, mais tiens, ce Olivier Petit, est-ce qu'il se voyait grandir comme ce que tu es devenu maintenant ? Est-ce que ça faisait partie de tes rêves de devenir à la tête d'un projet, d'essayer de changer le monde, de contribuer à un avenir que tu penses sincèrement et fondamentalement meilleur ? Non, pas du tout. Mon rêve, il était clair, c'est d'être footballeur professionnel.
Ça n'a malheureusement pas fonctionné. Un tacle dans la cour. Mes parents ont brisé ma carrière. Est-ce que tu veux leur passer un message? Ils sont au courant. Non, je pense que, j'en sais rien, je pense pas que j'imaginais si loin. Je sais pas quel âge j'avais à ce moment-là, 8-10 ans. Je pense qu'on vit sa vie, non, à cet âge-là, on s'amuse, on grandit. Pour faire la petite histoire, en fait, je suis debout sur les épaules de 2 de mes 3 sœurs sur cette photo. Et effectivement, ma famille est plutôt traditionnelle, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais des avocats, des banquiers. Il n'y a pas d'entrepreneurs dans ma famille proche. Donc, quelque part, je n'avais pas ce climat ou cette culture familiale de création d'entreprise. Mais de nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, assez rapidement, je me suis dit, c'est clairement quelque chose qui me passionne. Encore aujourd'hui, je suis beaucoup plus passionné de lire un bouquin d'un entrepreneur qu'un roman. C'est quelque chose qui me prend aux tripes, et donc j'aime bien. Et donc, quelque part, oui, je suis assez bien où je suis. Sans que ça soit par réaction, justement, à un environnement familial. C'est le flux de la vie qui t'a amené de rencontre en rencontre. Voilà, c'est bien exactement, assez naturellement. Ta nature aussi, peut-être? Ta personnalité? Alors oui, c'est vrai que je déteste perdre. Je ne sais pas faire un match de foot sans être compétitif. Donc oui, cette partie-là doit jouer. Je pense que quand même, pour être entrepreneur, à un moment, il faut réussir. Il faut quand même avoir ce côté jeu, la gagne. Donc quelque part, ça c'est sans doute un des éléments. Alors, on va pouvoir passer à la photo suivante. On reconnaît, hein. C'est aussi une photo d'une photo. Oui, c'est aussi une photo d'une photo. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette photo, sur toi? La liberté. Toujours eu envie de liberté. C'est pas du tout... moi, c'est pas du tout la gagne, c'est un besoin énorme de liberté. De liberté des carcans, de liberté des... Et c'est pas contre non plus la famille traditionnelle ou quoi que ce soit, mais c'est pouvoir décider son destin. C'est beaucoup pour tout ça, très petite, un énorme besoin de liberté. Et si je te dis le mot indépendance, est-ce que tu le mets en écho avec liberté, ou comment tu définis, toi, ta liberté? Non, c'est pas parce que, en fait, ma liberté, j'ai beaucoup envie de la mettre au service des autres. Peut-être différemment de ta motivation. Moi, c'est quand une équipe... J'ai finalement beaucoup... Quand je suis ingénieur ou pas, quelque part, c'est pas ça. J'ai toujours beaucoup construit et coordonné des équipes, et je me mets à leur service, puisque en essayant qu'eux avancent dans un sens qui leur plaît et qui fonctionne en collaboration. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aimé très très tôt. Mais j'avais besoin de cette indépendance de création, de liberté. Et en fait, moi, j'ai vécu en bateau quelques années, et assez récemment, j'ai aussi traversé l'Atlantique. Et on se dit, tiens, mais là, on n'est pas libre, parce qu'on est prisonnier. Quand on traverse l'Atlantique, on est prisonnier de son bateau. Bloqué en mer, ouais. On est bloqué en mer. Et moi, je le vis comme une liberté totale, toujours. Alors que quand on vit en bateau, puis quand on a toujours des gens qui nous rejoignent et tout, et puis ils arrivent au port et tout le monde doit descendre. Et moi, quand on arrive au port, je dois rester en bateau. Je ne veux pas descendre tout de suite. Et quand on a traversé à 5, et donc on arrive de l'autre côté, et bon, à ce stade-là, moi j'ai déjà une famille, j'ai des enfants, etc. Et donc eux suivaient, et puis voient que quand j'arrive de l'autre côté, la première chose que je fais, c'est que je téléphone pas pour dire que je suis là. Je sais qu'ils savent. Donc je suis arrivée de l'autre côté, tout va bien. Et c'est ce besoin encore de liberté, d'espace, Donc c'est plus au service des autres, mais oui, la liberté, oui. Mais c'est super intéressant, hein, parce que ça montre... finalement, que la diversité dans les projets entrepreneuriaux, on essaye toujours de nous mettre dans un carcan. Hein, l'entrepreneur, il est comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. On voit dans la richesse des projets, on a vu un peu sur le côté international et tout ça. Pour creuser là-dessus, hein, je vous avais demandé de venir avec un livre. Et donc, je suis aussi curieux de voir le livre que vous avez choisi et ce qu'il évoque pour vous, ce qu'il représente pour vous. Véronique, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as pris comme livre? Moi, j'ai amené Tistou les pouces verts. Et Tistou les pouces verts, c'est le seul livre que Maurice Druon a écrit pour les enfants. C'est un livre qui existe depuis des décennies, à mon avis. Mais c'est donc un livre que j'ai lu forcément petite. Je ne sais pas, doit être une 50aine de pages, ce livre. Et c'était la magie de l'enfant qui, en fait, n'aime pas l'école, qui n'aime pas qu'on lui impose tout ça, mais qui découvre la nature, parce que chaque fois qu'il pose ses pouces dans la terre, il y a quelque chose qui en sort, une plante, qui est différente chaque fois. Donc,
Et en fait, quand toi, tu m'as envoyé le message disant, bon, amener un livre, je me suis dit, mais finalement, Tisse tous les pouces verts, c'est mon fil conducteur. Et ça l'a toujours été. Et maintenant, ben voilà, je suis grand-mère, donc j'ai des petits-enfants et je prépare Tisse tous les pouces verts pour eux. Mais je me suis rendu compte, en fait, je me suis honnêtement jamais posé la question avant que tu me la poses. Puis tout d'un coup dit, mais finalement, cette liberté, ce besoin de la terre, de la nature, etc., en fait, il était très tôt là, alors que j'ai fait quelque chose. Bon, si tu es de Polytech, c'est pas très romantique, faut dire ce qui est, ça manque quand même pas mal de créativité. J'ai par exemple toujours trouvé que ça manquait de créativité. On pourrait faire des études de Polytech, on nous emmène dans la nature. Franchement, ce serait bien, je trouve. Mais voilà. Donc voilà, Tisse tous les pouces verts. Excellent, excellent. Et toi, Olivier? Alors en fait, moi je voulais prendre le bouquin que j'ai lu sur Elon Musk. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un poster ici derrière dans le studio, parce que j'avais trouvé le livre extrêmement dérangeant et passionnant, et puis je l'ai perdu, donc j'ai pris ce bouquin qui s'appelle Bill Gates, Climat, comment éviter un désastre. Pourquoi est-ce que je l'ai pris? C'était un peu avec le sujet quand même du jour sur l'impact, et en fait j'ai lu pas mal de bouquins évidemment sur le climat, et c'est un des bouquins qui m'a le plus plu pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est hyper dictatique, c'est hyper bien fait, c'est divisé en parties, c'est des principes clairs, c'est carré. Donc j'ai beaucoup aimé, parce que parfois le climat, ça peut être très compliqué, on s'embrouille, et là c'est tout simple en fait. Et la deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup aimé l'approche, alors peut-être quasi naïve, mais positive en tout cas, ou technophile de Bill Gates sur les solutions à l'avenir, et je trouve que ça retire cette espèce de poids constant qu'on a sur le climat, et on se dit, tiens, effectivement, ici, il y a des solutions, c'est une question de volonté, de budget, de focus, et donc j'ai trouvé ça extrêmement positif sur un sujet très sérieux. Super. Écoutez, on touche déjà à la fin de l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Delphine pour ta chronique. On a déjà remercié Béatrice qui a dû... nous quitter pour la fin de l'émission. Le mot de la fin, qui n'est pas nécessairement une recommandation, mais de le tourner dans l'autre sens, vu qu'on a une audience assez phénoménale, et il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui regardent ce programme. Qu'est-ce que vous leur demanderiez, si vous aviez une demande, une formulation en disant, tiens, nous on a besoin d'aide, on a besoin de support, on a besoin de mise en relation. Ça, c'est les côtés assez pragmatiques, mais ça peut être aussi, tiens, ça serait intéressant que vous alliez sur le site de Brussels Beer Project et que d'un côté vous commandiez, de l'autre côté vous lisiez le rapport de gestion. Qu'est-ce que vous leur demanderiez? C'est une belle recommandation que tu viens de faire, je te la volais. C'est une belle opportunité. Je t'ai donné une idée qu'on ne peut pas copier. Eh bien, en effet, allez sur le site beerproject.be. Merci. Pour 2 raisons. Oui. La première, c'est pour lire un peu plus sur notre histoire, sur le fait que c'est une belle histoire authentique, qu'il y a des choses qu'on fait bien, qu'il y a des choses qu'on fait mal. Et puis après, vous passez sur le petit onglet suivant. Et alors, vous pouvez commander des bières. On a un merveilleux calendrier de l'Avent. Et puis toute l'année, plein de bières à commander sur l'e-shop, ou si vous voulez avoir un moment chez nous dans un des bars. Moi, en fait, je vais voler le mot que tu as dit avant. C'est que le point principal aussi par rapport à ton livre, c'est qu'aujourd'hui, on est sous le poids du climat et tout est négatif et il faut faire des rapports, etc. Alors que quand on change d'approche, que ce soit ce que vous faites ou ce que nous on fait, le point commun, c'est une gestion positive du climat. Donc moi, mon point, c'est alléger ce que vous pensez sur le climat et prenez-le d'un côté positif. Et ça, c'est vraiment le changement. Parce que je crois que le blocage qu'on a par rapport à non, on ne va pas prendre plus pour l'impact, machin, c'est une approche négative. Et j'aimerais bien qu'on arrive à prendre une approche positive. Merci de participer, de contribuer. Si ça vous a inspiré, si vous avez soif, si vous faites des tournages, maintenant vous savez à qui vous adresser. Merci.